En moins de 30 secondes après avoir quitté le sol, le Boeing 787 Dreamliner d'Air India a soudainement rencontré un problème et s'est abattu directement sur un quartier résidentiel densément peuplé, explosant violemment et transformant tout le vol en une boule de feu en plein jour. 241 vies se sont quasiment éteintes en un instant. Cet accident n'a pas seulement provoqué un choc mondial, il a également laissé derrière lui une série de questions sans réponse. Ce qui a le plus déconcerté les experts, c'est cette situation racissime. Les deux moteurs de l'appareil se sont arrêtés presque simultanément, seulement quelques secondes après le décollage. S'est-il réellement passé dans le cockpit à ce moment fatidique ? Et la cause réside-t-elle dans une erreur humaine, une défaillance technique latente, ou bien dans les conséquences d'un complot soigneusement dissimulé ? La mise à jour la plus récente de l'enquête vient d'être publiée, et dans cette vidéo, je vais tout éclaircir. Le 12 juin 2025, à l'aéroport international Sardar Vallabhbhai Patel de la ville d'Ahmedabad, capitale commerciale de l'ouest de l'Inde, le vol AL-171 de la compagnie nationale Air India était programmé pour un décollage en début d'après-midi, avec pour destination finale l'aéroport London Gatwick au Royaume-Uni. Il s'agissait d'un vol commercial international régulier, opéré par un appareil gros porteur moderne, le Boeing 787-8 Dreamliner. Air India avait commencé à exploiter des vols avec l'aéroport de London Gatwick en 2023. Au moment de l'accident, la compagnie assurait 12 départs hebdomadaires, dont 5 au départ d'Ahmedabad. Je vais évoquer l'histoire de ce Boeing 787-8 Dreamliner, immatriculé VT-ANB, qui avait accumulé 41 868 heures de vol sur la cellule. Cet appareil avait été assemblé à l'usine Boeing d'Everett, avec certaines sections de fuselage produites par le site de Boeing en Caroline du Sud, et livré à Air India en janvier 2014. Ces deux moteurs General Electric Gen X 1B70 totalisaient respectivement environ 28 000 et 33 000 heures de fonctionnement, tous deux ayant été installés moins de 3 mois avant le drame. À bord du vol 171 se trouvaient 230 passagers et 12 membres d'équipage, parmi eux 13 enfants, dont 2 nourrissons. L'équipage se composait de 2 pilotes et de 10 agents de cabine. La liste des passagers comprenait 169 ressortissants indiens, 53 britanniques, 7 portugais et 1 canadien. Parmi les personnalités notables figurait Vijay Rupani, ancien ministre en chef de l'État du Gujarat. Sa présence avait été confirmée dans la cabine affaires, accompagnée de sa délégation. Le vol AL-171 était commandé par le commandant Sumit Subarwal, un pilote chevronné avec plus de 15 000 heures de vol, assisté du copilote Clive Kundar, qui avait accumulé plus de 3 400 heures de vol. Tous les deux étaient formés et certifiés pour l'exploitation du Boeing 787. Vers 11h17 du matin, un problème technique avait été signalé lorsque l'équipage du vol précédent, Delhi-Ahmedabad, avait reporté une erreur, Stab POS XDCR, abréviation d'un défaut du capteur mesurant la position du stabilisateur horizontal à l'arrière de l'avion. Conformément à la procédure, cette anomalie avait été confirmée comme réparée par le service technique à 12h10 le même jour, et l'appareil avait reçu l'autorisation de poursuivre ses opérations. Pourtant, lorsque le drame s'est produit quelques heures plus tard, ce détail apparemment anodin est soudain devenu une pièce maîtresse dans la chaîne d'événements controversés entourant le crash le plus tragique de l'histoire de l'aviation indienne depuis 2010. À 13h38 39 secondes, heure normale de l'Inde, IST, le Boeing 787-8 Dreamliner, portant le numéro de vol AL-171, s'élança doucement de la piste 23 de l'aéroport international d'Ahmedabad. Dans les toutes premières secondes après avoir quitté le sol, tout se déroulait conformément au plan. Le système de navigation ADS-B enregistra que l'appareil avait atteint une vitesse de 180 nœuds, soit environ 333 km/h, et continuait de prendre de l'altitude. Pourtant, seulement 3 secondes après avoir atteint cette vitesse maximale, un événement inexplicable se produisit. Les deux interrupteurs d'alimentation en carburant des moteurs principaux appelés Fuel Control Switch
furent tour à tour déplacés de la position Run à Cut Off, c'est-à-dire une coupure totale de carburant. L'intervalle entre les deux manœuvres fut exactement d'1 seconde. Les deux turboréacteurs Gen X de l'avion s'arrêtèrent brutalement alors que celui-ci venait tout juste de franchir la limite de l'aéroport, à une altitude d'environ 625 pieds, 190 mètres. Une telle coupure de carburant n'est jamais effectuée durant la phase de montée, et encore moins lorsque l'appareil survole une zone urbaine densément peuplée. L'événement survint si rapidement que l'avion perdit toute poussée. En un instant, sous l'aile droite, la rame Air Turbine, RAT, un dispositif d'urgence de l'avion, se déploya automatiquement à 13h38 minutes 47 secondes, au moment de la perte de l'alimentation électrique principale. Cette petite turbine, actionnée par le vent relatif, génère l'énergie nécessaire pour alimenter les systèmes vitaux de l'avion, permettant au pilote de conserver un minimum de contrôle et de communication. Il s'agit là d'une preuve technique que l'appareil était entré dans une situation critique, n'étant plus contrôlable par les sources d'énergie conventionnelles. Le signal de détresse « Mayday, Mayday, Mayday » fut émis par radio à 13h39 minutes 05 secondes, soit seulement 26 secondes après le décollage. Mais lorsque le centre de contrôle aérien tenta de répondre, le cockpit demeura silencieux. 6 secondes plus tard, les données du Flight Data Recorder cessèrent d'être transmises. À 13h39 minutes en seconde, le Dreamliner s'écrasa violemment au sol avec un angle d'attaque élevé, percutant de plein fouet une zone résidentielle située à peine à 1 km de la piste. Une immense boule de feu se forma. Des immeubles résidentiels s'effondrèrent, des voitures s'embrasèrent. Des cris retentirent dans tout le quartier. Les pompiers, les ambulances et la police furent immédiatement dépêchés sur place. Les axes voisins furent aussitôt bouclés. Le rapport préliminaire du service d'incident d'Ahmedabad confirma que pratiquement tous les passagers et membres d'équipage avaient péri, à l'exception d'une seule personne, le passager du siège 11A, un homme de 40 ans de nationalité britannique. Miraculeusement, il survécut malgré de graves blessures et parvint, dans un état de panique, à ouvrir la sortie de secours située à proximité, puis à ramper hors de l'épave. Interrogé sur les instants précédant l'impact, il se rappela que la cabine s'était soudainement illuminée d'éclairs, accompagnée d'un bruit sourd, puis d'un silence total avant l'explosion terrifiante. Ces souvenirs fragmentés, livrés par l'unique survivant, demeurent aujourd'hui le lien fragile entre les vivants et cette tragédie que le monde entier tente encore de comprendre. À peine un mois après le drame, dans la nuit du 11 juillet 2025, le Bureau indien d'enquête sur les accidents aériens AIB publia officiellement le premier rapport préliminaire concernant le crash du vol AL-171. Il s'agissait d'un rapport obligatoire, conformément aux règles de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale OACI, exigeant une publication dans les 30 jours suivant l'accident, basée sur l'analyse des enregistrements des boîtes noires et des systèmes informatiques de bord. Ce rapport fit des révélations bouleversantes, déclenchant une vague de controverses sans précédent dans l'aviation civile indienne. L'heure exacte du décollage fut confirmée, 13h38 minutes 39 secondes IST. À 13h38 minutes 42 secondes, la vitesse atteignit 180 nœuds, au moment précis où l'appareil venait de quitter le sol. Mais seulement 2 secondes plus tard, l'interrupteur d'alimentation du moteur numéro 1 passa de run, activé, à cut off, coupé. 1 seconde après, celui du moteur numéro 2 fut également désactivé de la même manière. Cette manœuvre entraîna une coupure totale de carburant et l'arrêt presque simultané des deux moteurs. Le point crucial réside dans ce détail. Selon le rapport, ce basculement des interrupteurs ne pouvait pas se produire automatiquement, mais devait être exécuté manuellement. En d'autres termes, une personne, en l'occurrence l'un des pilotes, avait actionné manuellement les 2 interrupteurs de carburant en moins de 2 secondes. Les moteurs s'arrêtèrent, l'avion perdit toute poussée, entra en état d'urgence et le système Ram Air Turbine, RAT, se déploya automatiquement pour assurer un minimum d'alimentation électrique et hydraulique. Et ce qui glaça véritablement les observateurs, ce fut l'extrait de conversation enregistré entre les 2 pilotes juste avant le crash. Le rapport le cite mot pour mot. « Pourquoi l'as-tu éteint ?» Une seule phrase, rien de plus. Le reste, s'il existe, n'a pas été rendu public.
Cette révélation suscita immédiatement un tollé parmi la communauté aéronautique ainsi que chez les familles des victimes. Pourquoi une portion aussi cruciale de la conversation avait-elle été coupée? Les pilotes avaient-ils dit autre chose? Était-ce une erreur technique, une action involontaire ou bien la preuve d'un acte délibéré? L'AIB n'apporta aucune explication supplémentaire. L'agence ne précisait pas non plus qui avait posé la question, ni qui avait répondu. Le rapport ne fournissait pas davantage d'informations sur l'état psychologique, la charge de travail ou tout autre facteur personnel des deux pilotes avant l'accident. Tous les arguments présentés reposaient sur l'hypothèse que la coupure des interrupteurs avait bien été effectuée manuellement, sans que d'autres preuves n'apportent une confirmation définitive. Un autre détail troublant concerna le moment où l'enregistreur de données de vol, Flight Data Recorder, cessa de fonctionner. 13h39 minutes 11 secondes, soit seulement 6 secondes après l'ultime signal de détresse Mayday. Cela démontre qu'en seulement 32 secondes après avoir quitté la piste, l'ensemble de l'appareil avait basculé dans un état de perte totale de contrôle. En approfondissant l'aspect technique, les experts affirment que les interrupteurs de carburant sur le Boeing 787 ne peuvent pas être actionnés accidentellement. Ils sont conçus avec un mécanisme de verrouillage physique. Pour passer de la position run à cut-off, le pilote doit d'abord tirer le levier vers le haut, à la verticale, avant de pouvoir le pousser vers l'arrière pour couper l'alimentation en carburant. Cela signifie qu'un contact involontaire, une turbulence ou un choc ne peuvent en aucun cas provoquer leur désactivation. Plus important encore, éteindre les deux interrupteurs à une seconde d'intervalle est pratiquement impossible à réaliser de façon inconsciente. Cependant, il est notable que dès 2018, la Federal Aviation Administration, FAA, des États-Unis avait émis un bulletin d'alerte concernant le système de verrouillage des interrupteurs de carburant sur les Boeing 737 et 787. Ce rapport précisait que certains modules pouvaient présenter un défaut de verrouillage, permettant ainsi aux interrupteurs de changer d'état sans avoir été actionnés conformément à la procédure. La FAA avait recommandé à toutes les compagnies aériennes exploitant ces appareils de procéder à des inspections périodiques du mécanisme de verrouillage et de remplacer les composants si nécessaire. Air India, selon ses propres déclarations, n'avait pas effectué ces vérifications au motif que la recommandation de la FAA n'était pas contraignante, mais seulement advisory et non mandatory. Bien que le module de contrôle moteur de l'appareil accidenté ait été remplacé 2 fois, en 2019 puis en 2023, le rapport de l'AIB confirma que ces remplacements n'avaient aucun lien direct avec le système de verrouillage des interrupteurs de carburant. La combinaison d'une manipulation technique étrange, d'un dispositif mécanique suspect et d'un manque d'initiative dans les inspections régulières de la part d'Air India a dessiné un tableau flou. Dans ce contexte, chaque petit détail pouvait constituer un maillon menant à la catastrophe. Mais personne ne semblait prêt à assumer une responsabilité précise. Et lorsque le rapport ne livra qu'un bref extrait de conversation, tout en laissant entendre que la faute revenait au pilote, une question surgit. Les disparus ne seraient-ils pas transformés en bouc émissaire d'un système plein de failles? Immédiatement après la publication du rapport préliminaire, une vague de controverses éclata, non seulement dans les milieux spécialisés, mais aussi sur les forums d'aviation, les réseaux sociaux et dans les médias internationaux. Ce qui semblait être un premier pas vers la vérité plongea au contraire le public dans une confusion plus profonde. À partir des détails révélés, 4 grandes hypothèses furent formulées, chacune soulevant de graves interrogations quant aux responsabilités, à la transparence et à l'éthique professionnelle. La première hypothèse, aussi choquante que controversée, soutient que l'accident résultait d'un acte volontaire ou d'une erreur grave provenant directement du cockpit. Les partisans de cette théorie avancent que la phrase échangée entre les deux pilotes « Pourquoi l'as-tu éteint ?» prouvait que l'un d'eux aurait actionné l'interrupteur de carburant, volontairement ou par inadvertance. L'argument paraît d'autant plus solide que les interrupteurs ne peuvent pas être activés ou désactivés par hasard, en raison de leur verrouillage physique. Ainsi, si cette manipulation a bien eu lieu, elle ne pouvait être qu'intentionnelle. Certains analystes ont même évoqué la possibilité d'un suicide. Rappelons les précédents des vols Germanwings 9525,
en 2015 ou Egyptair 990 en 1999. Toutefois, les dossiers psychologiques du commandant Sumit Subarwal et du copilote Clive Kundar étaient irréprochables. Tous deux avaient passé avec succès leurs examens médicaux avant le vol, sans signe de stress, de troubles ou d'instabilité mentale. De plus, le fait que les interrupteurs aient été réenclenchés dans les 10 secondes suivant leur coupure montre un réflexe et une tentative désespérée de sauver l'avion, ce qui contredit l'idée d'un suicide. La deuxième hypothèse privilégie la thèse d'une défaillance technique, en particulier un bug logiciel, un problème électrique ou un défaut de conception des interrupteurs. Comme mentionné plus haut, la FAA avait publié dès 2018 un avertissement signalant des cas où les interrupteurs de carburant du Boeing 787 ne respectaient pas correctement le mécanisme de verrouillage, pouvant changer d'état sans manipulation adéquate. Si le Dreamliner d'Air India appartenait à cette catégorie d'appareils et n'avait pas fait l'objet d'un contrôle approfondi, il est tout à fait possible que l'accident soit dû à une anomalie structurelle. Pourtant, la AIB n'a apporté aucun élément détaillant l'état spécifique des interrupteurs dans son rapport préliminaire, laissant cette piste d'investigation en suspense. La troisième hypothèse met l'accent sur la responsabilité organisationnelle et la culture de sécurité d'Air India. Bien que la FAA ait recommandé d'inspecter les interrupteurs de carburant sur tous les appareils de la série 787, la compagnie ne l'avait pas fait, considérant cette directive comme non obligatoire. Cela soulève une question. Air India aurait-elle négligé les risques techniques afin de réduire ses coûts d'exploitation? Dans une industrie qui exige une précision absolue, la moindre imprudence peut coûter des centaines de vies humaines. La réalité est que le module lié au système d'interrupteurs avait été remplacé en 2023, soit 2 ans après l'alerte de la FAA, mais sans qu'aucune vérification claire n'ait confirmé que le défaut potentiel avait été corrigé. La quatrième hypothèse évoque une possibilité encore plus inquiétante. Faire porter la responsabilité au pilote pourrait faire partie d'un effort systémique de déresponsabilisation, destiné à protéger certaines parties prenantes, en particulier le constructeur Boeing. En effet, immédiatement après la publication du rapport préliminaire, l'action de Boeing s'envola en bourse, atteignant son plus haut niveau de l'année 2025. Cela traduisait la confiance des investisseurs dans le fait que l'entreprise n'aurait pas à assumer de lourdes responsabilités juridiques dans cette affaire, puisque le rapport ne semblait pas pointer un défaut de conception ou une faute technique, mais si le système d'alimentation en carburant comportait réellement un problème, si un dysfonctionnement avait été dissimulé derrière un jargon technique volontairement flou. Qui porterait alors la responsabilité ultime ? Les soupçons se sont encore renforcés en se remémorant une autre tragédie survenue en mars 2022 en Chine, lorsqu'un Boeing 737 s'est abattu presque à la verticale, tuant l'ensemble des passagers. Bien que 3 années se soient écoulées, le gouvernement chinois maintient toujours le secret total sur les conclusions de l'enquête, invoquant des raisons de sécurité nationale. De nombreux experts soupçonnent l'intervention de forces économiques ou politiques destinées à dissimuler la véritable cause, d'autant plus que l'appareil en question était lui aussi un produit de Boeing. À partir de ces hypothèses, une vérité devient claire. L'histoire derrière le crash de l'AI-171 n'est pas simplement celle d'un accident technique. C'est une zone d'intersection entre l'humain, le système et les intérêts. Et si la lumière n'est pas faite jusqu'au bout, alors les prochains vols, même s'ils décollent sous un ciel bleu et ensoleillé, pourraient n'être qu'un avertissement silencieux, prêt à être réécrit dans le sang. Les détracteurs de l'hypothèse incriminant l'équipage ont rapidement mis en avant une série d'arguments contraires, démontrant que la thèse de l'erreur de pilotage, volontaire ou involontaire, était hautement improbable, voire illogique. Les 2 pilotes du vol AL-171 présentaient des dossiers professionnels irréprochables, sans aucun antécédent de troubles psychiatriques, de pression psychologique ou d'anomalies médicales. Le commandant Sumit Subarwal était un pilote chevronné avec plus de 15 000 heures de vol, un chiffre que seuls les plus expérimentés atteignent. Il se trouvait dans la phase de préparation à la retraite, avait déjà planifié sa vie après avoir quitté le cockpit, possédait un long parcours sans reproche et n'avait jamais fait l'objet de sanctions disciplinaires.
Rien n'indiquait qu'il traversait une crise personnelle ou qu'il aurait eu une quelconque raison d'accomplir un geste extrême tel qu'un suicide collectif. De son côté, le copilote Clive Kandar, avec plus de 3400 heures de vol, disposait lui aussi d'un dossier impeccable, sans aucun antécédent professionnel problématique. Tous deux avaient passé avec succès le test d'alcoolémie obligatoire avant le vol, conformément aux règles de la Direction générale de l'aviation civile indienne, confirmant qu'ils étaient parfaitement lucides en entrant dans le cockpit. Plus significatif encore, selon les données temporelles précises extraites du rapport d'enquête, dans les 10 secondes suivant la mise sur off des interrupteurs de carburant, les pilotes les avaient immédiatement remis en position active afin de tenter de relancer les moteurs. Ce geste, réflexe rapide et logique en situation d'urgence, prouve que l'équipage avait pleinement conscience de l'incident et avait tenté de sauver l'avion et non d'être à l'origine du drame. Cela contredit directement l'argument selon lequel ils auraient délibérément coupé les moteurs ou n'auraient pas su gérer la situation. En outre, de nombreux experts techniques soulignent que les interrupteurs de carburant du Boeing 787 sont dotés d'un mécanisme de verrouillage mécanique, obligeant à les tirer vers le haut avant de pouvoir les basculer. Le fait que les deux interrupteurs aient été désactivés presque simultanément à une seconde d'écart ne peut pas résulter d'un contact accidentel. Mais c'est précisément cette particularité qui rend l'hypothèse d'une erreur de manipulation encore plus difficile à admettre. Pas le temps de réfléchir, aucune preuve d'un mobile criminel et un geste immédiat de correction. Tous ces éléments semblent plaider en faveur des pilotes plutôt que de les accuser. Dès la publication du rapport préliminaire, une vague d'indignation éclata immédiatement de la part des familles des victimes et de l'association des pilotes de ligne d'Air India, ICPA. Ceux qui avaient perdu un père, une mère, des enfants ou parfois toute leur famille dans ce crash se sentirent offensés par le fait que le rapport ne cite qu'une phrase isolée. « Pourquoi l'as-tu éteint ?» sans révéler le reste de la conversation enregistrée dans le cockpit. Ils posèrent publiquement une question: si le Bureau indien d'enquête sur les accidents aériens AIB détient l'intégrité de l'enregistrement, pourquoi n'avoir choisi qu'une seule phrase ambiguë, laissant ainsi l'opinion publique accuser d'emblée les pilotes disparus? L'association des pilotes refusa également cette orientation jugée partiale de l'enquête. Dans une lettre adressée à la AIB, elle avertit que le ton du rapport avait sapé la confiance entre les pilotes et les autorités de régulation. Surtout lorsque des données bien plus cruciales, notamment l'intégralité de l'enregistrement du CVR, Cockpit Voice Recorder, restaient cachées sans explication. De nombreux experts internationaux en aviation, du Royaume-Uni à l'Allemagne en passant par Singapour, appelèrent eux aussi à plus de transparence et exigèrent la publication intégrale des données des boîtes noires. Le silence de Boeing et d'Air India ne fit qu'alimenter les soupçons. Le cours de l'action Boeing grimpa fortement dès que le rapport suggéra une erreur humaine. Preuve que le marché respirait à l'idée que le constructeur n'aurait pas à endosser la responsabilité. Mais la confiance sur des marchés clés comme l'Europe et l'Asie, où les consommateurs se préoccupent de plus en plus de transparence et de sécurité, commença à s'effriter. Lorsqu'un accident survient et que tant les gouvernements que les grands groupes industriels détiennent le pouvoir de contrôler l'information, qui peut garantir que la vérité sera réellement dévoilée? Qui a coupé les interrupteurs de carburant? Cette simple question demeure à ce jour sans réponse. Et le plus inquiétant est qu'elle pourrait ne jamais en recevoir. Lorsque les preuves les plus essentielles, les boîtes noires, la conversation complète, l'historique détaillé de la maintenance, sont dissimulées ou publiées à moitié, alors la vérité est ensevelie. Non pas sous le poids d'une erreur technique ou d'un accident fortuit, mais sous des décisions administratives et des intérêts politiques. Que les victimes de cette tragédie reposent en paix. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne. À très bientôt pour une prochaine vidéo.